Bonjour tout le monde, ravi de voir une salle bien remplie. Je vais me présenter. Hop. Je m'appelle Maxime Papins, je travaille pour la société PAM Bâtiment, nouvellement nommée PAM Building. Et je suis ici pour vous présenter la gamme puits climatique ou puits canadien, dénommée Elixair, dans nos services. Tout le monde m'entend bien, c'est bon? Oui, je vois des oui partout, c'est super. Pour accompagner ce développement du puits climatique, que je vais vous décrire juste après, je fais aussi partie de l'Association française des professionnels pour la géothermie. Vous pouvez aller voir le stand qui est présent ici au fond à gauche, où vous pouvez retrouver aussi toutes les solutions géothermiques disponibles à l'heure actuelle. Donc le puits climatique en fait partie. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter plus de 12 ans d'avis technique. Donc on a obtenu en 2011 sur cette solution. Et maintenant, on a dépassé les 200 installations en métropole. Mais la question à se poser aujourd'hui, c'est bien, mais pour quelles applications? Et j'espère pouvoir vous les présenter aujourd'hui dans le temps qui m'est imparti. Alors je vais vous faire quand même un rappel sur ce qu'est le puits climatique. On a ici en haut à droite une image de synthèse où on va utiliser en fait un réseau de tuyaux, en l'occurrence de la fonte, pour sa conductivité thermique. On va l'enterrer dans le sol, à peu près 2 mètres, 3 mètres de profondeur, et on va y faire passer l'air neuf des bâtiments. Donc on va se connecter à une centrale de traitement d'air. L'objectif, c'est d'exploiter la température stable du sol. Elle est à peu près stable toute l'année. Et grâce au différentiel de température entre l'extérieur et la température du sol, on va récupérer de l'énergie. Donc si on a par exemple 30 degrés extérieur avec un sol à 18 degrés, on aura tendance à le rafraîchir à 20 degrés de façon naturelle. Et ça, on va pouvoir l'injecter ensuite dans tel ou tel type de bâtiment et obtenir des performances accrues quand on a un puits climatique, au lieu de ne pas en avoir. L'effet est également inverse, c'est-à-dire qu'en hiver, ou en période froide ou en période chaude, parce que là on perd un peu la notion de saisonnalité en ce moment, on va aussi préchauffer cet air de façon naturelle et ainsi économiser en énergie de chauffage en l'occurrence. Il y a trois thèmes principaux à maîtriser sur une solution de puits climatique ou de puits canadien ou de puits provençal encore. C'est la technique, la thermique et l'hygiénique. Ce sont vraiment les trois piliers de ce type de solution. Alors, j'ai un petit peu de texte sur ce slide-là, mais surtout une image. Tout d'abord, pourquoi en fonte? Tout simplement parce qu'on fait des chauffages en fonte et des fenêtres en polymère ou en PVC. Donc un produit en fonte va être très très conducteur. On a une donnée, 36 watts mètre Kelvin, donc qui est une conductivité naturelle très élevée, quand un sol, lui, va être aux alentours de 0,7, 1,5, voire 2 watts mètre Kelvin. On a plutôt une moyenne autour de 1 watt mètre Kelvin. Donc c'est vraiment un produit, un matériau très adapté à l'échange thermique et donc à son efficacité énergétique. Au niveau de la technique, on a aussi un matériau qui est très résistant, et vous le verrez tout à l'heure, qui nous permet de s'insérer sous les bâtiments, parce qu'on a quand même des linéaires à installer. On peut s'installer sous bâtiments, sous voiries, voilà, dans des endroits sur lesquels on n'aurait pas pensé. Et donc ça, c'est aussi un avantage technique de notre solution. Le troisième point, qui est l'hygiène, j'en parlais tout à l'heure. Tout d'abord, avant d'obtenir notre avis technique, on a utilisé notre réseau pendant plusieurs années sur plusieurs sites. On les a testés en laboratoire et in situ pendant plusieurs années de fonctionnement avant d'obtenir l'avis technique. Donc je sais qu'il y a toujours beaucoup de questions sur l'hygiène, mais voilà, notre solution aujourd'hui, elle est tout à fait pérenne vis-à-vis de cette question-là également. D'un point de vue économique aussi, vous voyez ce schéma qui est un exemple d'une aile d'hôpital qui est exploitée 24 heures sur 24. Il y a des patients atteints d'Alzheimer. L'objectif était de réduire l'utilisation et l'exploitation de la climatisation en particulier sur cette aile. Donc le puits climatique ici a permis de réduire d'à peu près 45% l'utilisation de la clim et donc les charges induites. Il fait 12 500 m3 de volume d'air. Et en gris, vous avez une version en polymère à performance équivalente. Et en orange-rouge, vous avez la version en fonte qui a été installée. Donc on voit tout de suite la différence d'emprise au sol, en sachant que les linéaires représentent une trentaine de mètres d'échangeurs dans le sol. Donc vous pouvez imaginer la taille de l'excavation nécessaire pour implanter cet échangeur.
Donc l'avantage également de notre solution, ça va être sa compacité. Je vais la relativiser parce qu'il faut quand même faire un beau terrassement. Mais malgré tout, sur le marché, on va être la solution la plus compacte. Et également, forcément, en fourni posé, donc en coût global, on est également les plus performants. Ceci étant dit, l'objectif de la présentation, c'est de vous montrer la pléiade d'applications qu'on peut avoir avec ce système qui, lui, est très simple, je dirais même ancestral. On retrouve des installations à Pompéi, hein, donc les Romains avaient déjà bien compris l'intérêt de la ventilation par le sol, ou dans les thermes, par exemple. Donc c'est pas nouveau. Le principe lui restera toujours le même. On va dimensionner des réseaux en fonction d'un débit d'air. Ces réseaux, eux, seront enterrés. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait des frigories et des calories qu'on va pouvoir produire ou économiser. Alors, on peut faire plein de choses. Principalement des ERP, donc établissements recevant du public. Tout ce qui est scolaire aussi, on fait beaucoup de groupes scolaires ou crèches, la petite enfance aussi, centres de loisirs. C'est une cible privilégiée en marché public. En marché privé, on va retrouver des bureaux, principalement, des sièges d'entreprise. Et là, on va vraiment parler de confort de personne. La maison individuelle aussi, on en fait un peu. Et vraiment, la destination, c'est d'apporter du confort pour les personnes, supprimer la climatisation, économiser du chauffage. En général, c'est entre 20 et 30% des besoins de puissance de chauffage en moins. Et un puits climatique pour du confort de personne, ça va être entre 80 et 100% du temps de l'année, en fonction du dimensionnement qu'on va pouvoir implanter. Mais il y a aussi à peu près 40% de nos réalisations qui se situent dans le secteur industriel ou dans le secteur agricole. Et là, on ne pense pas forcément au puits climatique sur ce genre d'application. Et là, vous avez des photos tout autour du slide qui vous montrent différentes typologies de bâtiments. Je parlais des bureaux, des crèches, hôpital, mais aussi des chais, on en fait régulièrement, l'élevage de vin. Le vin n'aime pas du tout les variations de température. Et forcément, quand on va utiliser un puits climatique pour ventiler un chai, on est en parfaite adéquation avec le produit qui est à l'intérieur. Donc typiquement, on ne fait plus du confort de personne, on fait du confort de biens. Je vous montrerai un focus aussi tout à l'heure sur une réalisation sur de l'infrastructure. On a fourni 33 relais électriques haute tension pour une ligne à grande vitesse. Donc là, on ne ventile pas des biens ou des personnes, on ventile des machines, à savoir des relais électriques haute tension. Et du coup, 33 climatisations en moins sur un partenariat privé-public de 30 ans. Je vous laisse imaginer les économies et l'aspect développement durable de ce genre d'installation qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas. Et là, on va faire du confort également de machines, mais plutôt en infrastructure. Juste avant, un petit tableau qui pique un peu les yeux. Je suis désolé pour la forme que ça a pris, mais je vous ai mis des petites flèches rouges pour des focus. Je vous invite à lire cette liste non exhaustive de projets pour voir la pluralité, où vous allez retrouver le nom du projet, le département, la typologie de bâtiment et le débit d'air associé au puits climatique. Quelques projets notables. Le dernier en date sont les vergers d'Attainville dans le 95. Donc là, on va ventiler une surface commerciale qui stocke des fruits et des légumes. Et donc l'ensemble de ce local est ventilé par le puits climatique. On s'est rappelé il n'y a pas longtemps avec le propriétaire, récemment on a eu moins 7 degrés extérieurs. Via le puits climatique, dans l'ensemble de son magasin, il avait 9 à 10 degrés. Ce qui est parfait en plus pour la conservation de ses produits. Et ce, de façon gratuite. Notre plus grosse réalisation, qui est un stand d'entraînement de tir pour l'armée, qui monte à un débit de 110 000 m3. Pour donner un ordre de grandeur, une maison, on va tourner autour de 300 m3. Donc là, on est à 110 000 m3. Donc l'installation est assez conséquente. Ici, c'est un centre d'entraînement de tir fermé pour l'armée. L'objectif, c'était de tempérer, il est à orange, hein, c'était de tempérer la chaleur et le froid hivernal, puisqu'il fait aussi froid à orange en hiver. On vient en lieu et place d'une chaudière de 350 kW. Donc ça, c'est un bâtiment qui va être exploité pendant 50, 60, 70 ans. Il n'aura pas besoin de cette chaudière, ce qui est quand même assez impressionnant. Allez, on va en passer plusieurs. Le collège de Langon, du côté de Bordeaux, voilà, on a un puits climatique de 24 000 m3. Lui, il est branché à un système d'insufflation d'air. Donc là, il n'y a pas de système dit double flux de ventilation qui est associé au puits climatique, mais l'ensemble du groupe scolaire par insufflation. C'est un sujet aussi assez innovant.
On va en passer d'autres. On a un plan d'hébergement aussi avec le service d'infrastructure de la Défense. Nous sommes actuellement en train de fournir 72 bâtiments d'hébergement. Donc là, voilà, c'est un gros programme sur 3 ans dans toute la France, avec de très nombreuses réalisations qui vont de 2500 m3 à 15 000 m3 suivant la taille des logements collectifs. Donc c'est aussi un sujet très intéressant. Et vous voyez sur ces quelques exemples, on va avoir du confort de personnes, du confort de biens, que sais-je. Et tout ça sur le même principe. Là, vous avez les photos du 110 000 m3. Donc on ne va pas avoir un tuyau à ce moment-là, on va en avoir plusieurs, forcément. Mais le principe, lui, restera toujours le même. Il ne changera pas. Je ne sais pas si je vais trop vite parce que je n'ai pas la notion du temps, mais j'imagine que vous aurez plein de questions après, du moins je l'espère. Là, je vais faire un focus sur les 33 relais électriques haute tension, pour lequel vous avez un schéma de principe. Vous avez aussi des relevés in situ. Les courbes que vous voyez sont des données réelles, et vous avez des photos pendant la phase de chantier. Et je vous invite à observer la nature des sols, parce que là on a 33 relais électriques sur 300 km, entre Tours et Bordeaux en l'occurrence, pour la ligne à grande vitesse. Donc on trouve aussi une pluralité de nature de sol. Étant dépendant de la nature du sol, enfin du sol pour la performance énergétique du puits climatique, là on a quand même un exemple assez extraordinaire de la possibilité d'implantation du puits sur tout le territoire finalement. On peut l'ouvrir à tout le territoire. Et ce que vous voyez au niveau d'abord du principe, on va avoir un tuyau enterré, 2 ventilateurs, un qui insuffle, un qui extrait. On insuffle un petit peu plus que ce qu'on extrait pour mettre en légère surpression et bien ventiler le volume. Et on vient dissiper les 6-7 kW de puissance qu'il y a à dissiper toute l'année. Donc ça, c'est des biens qui fonctionnent 24 heures sur 24. On voit sur les courbes, donc en violet, les températures extérieures. On a des pics quasiment à 40 degrés. Et on va voir en bleu la température qui sort du tuyau, du puits climatique. Et ensuite, vous avez 3 autres courbes qui correspondent aux 3 zones, aux 3 éléments techniques qu'il y a à l'intérieur de ce relais électrique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces machines se mettent en sécurité au-delà de 35 degrés. Et ce qu'on voit sur ces courbes estivales, c'est qu'à aucun moment, aucune de ces 3 chambres qui abritent ces matériaux, ces équipements, ne vont dépasser les 35 degrés. Donc pas de mise en sécurité de ce relais électrique. Là, encore une fois, on évite des consommations énergétiques de climatisation qui, le contractant du PPP de 30 ans, a choisi le puits climatique pour son retour sur investissement. C'est-à-dire qu'à partir de la 8e année, il aurait fallu changer l'ensemble du parc de climatisation, entre 8 et 9 ans. De fait, le point mort sur ce chantier-là était au bout de la 8e, 9e année. Quand vous avez un PPP de 30 ans, le choix est plutôt vite fait à ce moment-là, si vous tenez vos comptes comme un bon père ou une bonne mère de famille. Ici, on est sur un tout autre projet, qui est une surface commerciale, un point P, à Massy-Palaiseau exactement. Ce puits-là, il est un peu particulier, je voulais en parler. Il est intégralement sous bâtiment, sauf les prises d'air. On a quand même 2 prises d'air qui ressortent du sol. Ici, on traite 2200 m3. Ouais. On va avoir 2 réseaux de 30 mètres linéaires en diamètre 300. Vous voyez, ça représente 60 mètres linéaires de réseau d'échange thermique. On va avoir un collecteur, vous le voyez en photo, le collecteur en bleu qui est en diamètre 500, qui lui va ressortir de la dalle dans le local technique et être directement connecté au système de ventilation. Ce qu'on voit ici, c'est un relevé de température estivale. Vous avez 4 courbes, je vais vous parler des 3 premières. En orange, je ne sais pas si on voit bien le orange. Orange-rouge sont les températures extérieures. On voit bien les modulations jour-nuit en plein été. En gris, vous allez avoir la température du sol. C'est-à-dire que ce puits-là, il est installé à 2 mètres de profondeur, sous bâtiment. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans des marnes sèches. Donc c'est un type de sol très sec. Donc on pourrait se dire pas forcément très généreux en termes de frigorie ou de calories. Et sous bâtiment. Le fait est qu'on voit la courbe jaune. La courbe jaune, ce sont les températures qui vont sortir du tuyau, donc rentrer dans la centrale de traitement d'air. Ce qu'on voit tout de suite quand on prend du recul, c'est l'écrêtement de ces températures, qui, à mes yeux, est assez conséquent. Puisqu'en fait, si je prends le pic chaud sur cette observation au mois de juillet, on a un pic à 35,6 extérieur
Donc, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il fait chaud. On a un sol à 18,4. On le sait peu, mais à 2 mètres dans le sol, il fait 18 degrés l'été. Hein, c'est pas désagréable. On est tous allés dans un sous-sol, une cave, voilà, pour ressentir aussi ces températures. C'est à peu près le même effet qu'on va avoir. Et les tuyaux, eux, vont permettre une température à cet instant T de 24 degrés. Donc on a gagné un bon 11 degrés, quasiment 12 degrés sur l'air extérieur, de façon gratuite à ce moment-là. Ce qui m'amène à la dernière courbe, celle qui est en dessous, la bleue, qui elle est la production en kilowatts. Donc on comprendra évidemment que cette production, elle est fonction d'un delta de température, donc ce fameux écart entre l'extérieur et le sol. Et on va s'apercevoir que lors de ce pic chaud à 35,5, le puits climatique, lui, il a produit gratuitement, bon, il a fallu le fournir et l'installer, on est d'accord, mais gratuitement 7,5, 7,6 kW de froid pour cette surface commerciale de 800 m². Donc c'est encore une fois une façon très simple d'écréter des températures d'air. On préchauffe, hein, même sur cette courbe, vous pouvez le voir, la nuit, vous avez la température qui descend en dessous de celle du puits climatique. Alors on va préchauffer. Vous voyez, même en été, on peut préchauffer. Donc sur un bâtiment à forte inertie, par exemple, si on veut conserver une température et pas casser cette inertie, on va continuer à ventiler avec un puits la nuit. Si un bâtiment peut stocker du froid et on en a besoin pour retarder des montées en température parce qu'on va avoir des baies vitrées, à ce moment-là, la nuit, on va shunter le puits climatique et travailler sur l'air extérieur parce qu'il est plus intéressant. Donc ce que je vous dis là, c'est qu'en fait, le principe du puits, lui, est tout le temps le même. C'est ensuite, qu'est-ce qu'on va en faire? Quel bâtiment? Inertie, pas d'inertie? Est-ce qu'on surventile? Voilà, la clé, c'est le débit d'air en été aussi, en fonction de la nature du projet, de sa zone climatique. Mais encore une fois, je désacralise en disant que le principe, lui, reste toujours le même. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on va le gérer derrière. Et c'est là la clé, pour qu'ensuite, cette fameuse... Alors, c'est même pas une production d'énergie, hein, c'est l'énergie que vous n'aurez pas à consommer, c'est un peu un principe de négawatt. Vous pouvez sous-dimensionner vos batteries de chauffe, hein, sur les centrales d'air ou les batteries froides. Vous pouvez même limite supprimer les besoins de froid de façon dynamique, puisque là on est sur une énergie passive. Voilà, et ça c'est un travail collaboratif auprès des bureaux d'études, des architectes, qui nous permettent de penser à tout ça. Et ensuite on va faire le suivi aussi sur les chantiers pour accompagner les entreprises de mise en œuvre. Parce qu'il y a un sujet assez intéressant, et je passerai à ce slide ensuite, c'est qu'on dimensionne un puits climatique en bureau d'études thermiques, c'est une évidence. Par contre, installer des réseaux enterrés à 2 mètres de profondeur, c'est pas un travail pour un lot CVC, un lot chauffage-ventilation, c'est plutôt un travail pour un lot VRD, hein, voirie, réseau, distribution, travaux publics, on est d'accord. Et donc il y a aussi ce savoir-faire à prodiguer entre les dimensionnements thermiques et l'installation qui est plutôt travaux publics, voire gros œuvres dans certains cas. Donc l'accompagnement est très important autour de tout ça. Là, je vous mets encore un autre exemple parce que, à mes yeux, la preuve par le résultat sur une énergie passive, c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant. On peut faire plein de calculs, mais d'aller voir la réalité, c'est sympa. Là, on est sur des petits bureaux à Colmar, 450 mètres cubes, ça pourrait correspondre à une belle maison. Et on retrouve encore une fois ces courbes, donc été-hiver. Je vous passerai la révision des courbes, maintenant vous les connaissez. Ce qu'on voit encore, c'est ces fameux deltas de température. Voilà, on a un 35,5 à Colmar, un sol autour de 18, on sort à 21. On a encore ce fameux 10-12 degrés de delta. Si je prends une courbe hivernale, ici on a quand même du moins 10,5. Un sol à 6 degrés, on sort à 0. Donc à moins 10, moins 11, on sait mettre un erreur gel avec une petite installation. Et voilà, on gagne encore 12 degrés sur cette température. Si je reprends la courbe du haut, on peut parler de façon différente du delta. On va parler d'amplitude thermique. Sur 30 jours d'observation, on a 25 degrés d'amplitude extérieure quand il y a 7 degrés d'amplitude via le puits climatique. C'est une autre façon de comprendre l'écrêtement que la solution peut apporter. Donc solution finalement très simple, très basique. Moi j'aime bien dire low-tech. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on, comme je disais tout à l'heure, on fait l'ensemble de suivi de chantier par nos équipes. C'est très important parce qu'il y a aussi une notion pédagogique. Souvent c'est un peu la panique.
Moi, j'installe des tuyaux pour l'assainissement ou pour l'eau potable. Un puits climatique, qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas. J'ai besoin d'aide. Donc ça aussi, et c'est prévu à notre avis technique, on doit l'assistance à toute entreprise qui nous en fait la demande. Et ce que vous pouvez voir aussi sur ces photos, d'abord, c'est la joie des installateurs, parce que ça, c'est toujours un plaisir d'aller à la rencontre des utilisateurs de nos produits. Mais aussi, vous pouvez voir un peu d'export, par exemple, comme Casablanca. On a fait une très belle mosquée à Marrakech aussi. On en fournit en Chine. Là, on a des demandes actuellement en Égypte, au Mexique. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est des architectes qui viennent nous chercher pour ces questions-là. Donc, on en est très fiers. Et d'avoir développé ce savoir-faire depuis 2011, on peut maintenant, avec un peu de prétention, dire qu'on a du recul. Et donc l'objectif, voilà, quand on nous sollicite, c'est d'aller montrer un maximum d'exemples pour donner des idées, susciter l'intérêt. Je pense par exemple à un lycée à Nord-sur-Erdre du côté de Nantes. On n'a pas ventilé les classes. On a ventilé le local serveur informatique. Ah oui, c'est une climatisation en moins aussi sur ce lycée. Donc là, on n'est pas sur du confort de personne, mais encore de machine. Donc ça, c'était vraiment mon message aujourd'hui. C'était de vous dire que c'est un principe simple, vieux comme le monde, très efficace, j'espère que vous l'aurez vu, mais qu'on peut appliquer sur plein d'autres choses que du confort de personne. Et puis, si vous avez des questions, je serais très content d'y répondre. Merci. Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez des contre-indications importantes à l'installation de ce type de système? Je pense à la nature du sol, à la présence de radon, par exemple, ce genre de choses. Alors, au niveau de l'étanchéité de nos réseaux, là, je vais parler du radon ou d'autres gaz. Quand on expurge des sols pollués, par exemple, des polluants liquides peuvent se transformer sous forme gazeuse. Bon, là, on a une étanchéité totale jusqu'à 2 bars de pression au niveau des joints. Donc, je veux dire, on n'a pas trop d'inquiétude là-dessus. D'autant que la fonte est un matériau étanche aussi à la molécule de radon, qui est d'ailleurs assez grosse finalement. Ce qui est intéressant, c'est que même dans le temps, elle ne passera pas au travers. Ça, on a réussi à faire quelques études sur ce sujet qui est assez rare, donc on a des données disponibles. Là où on va exclure nos produits, c'est plutôt vis-à-vis d'une altération prématurée. Donc on va éviter en fait tout ce qui est eau de mer, pour être clair. Parce que là, ça crée des saumures. Et typiquement, c'est un type de réseau qui n'aime pas trop ça. Et qui va avoir une durée de vie altérée. Au-delà de ça, je dirais que sur 95% du territoire, on peut y aller. Merci. Éventuellement, si vous avez d'autres questions, oui, monsieur. C'est encore une question très technique. Oui. Là, vous mettez toujours des tuyaux de section circulaire, des tuyaux cylindriques. Oui. Est-ce que, en termes de perte de charge, si vous mettiez une autre forme, des ailettes intérieures ou des ailettes extérieures, et en termes de surface d'échange, est-ce qu'on gagnerait ou c'est un bon compromis, le tuyau cylindrique simple? Alors, dans votre question, il y a de la très belle théorie, et dans ma réponse, il y aura de la pratique. On va dire ça comme ça. Donc là, vous me parlez de la différence d'un régime linéaire avec un régime turbulent. Parlons seulement en surface d'échange. Oui. Parce que la surface d'échange par rapport au volume intérieur, c'est le cylindre qui, dans un système linéaire, est le moins bon. Alors, bon, mais si vous mettez une section rectangulaire, vos tuyaux vont s'écraser. Oui, dans la tenue mécanique, vous avez raison. Par contre, au niveau de la section, en fait, on va se limiter au niveau des échangeurs au diamètre 300. C'est-à-dire qu'on peut avoir du 150, du 200, du 300, ça c'est pour les débits d'air. Si vous passez sur du 500, 600, du 1000, voire plus en diamètre, vous augmentez votre volume d'air, mais vous réduisez votre surface de contact. Donc finalement, vous perdez en performance. Donc ce qu'on va pouvoir faire avec 2 ou 3 lignes en diamètre 300 sur 30 ou 35 mètres, si vous voulez le faire en diamètre 500, il va vous falloir 80 mètres en diamètre 500 pour compenser cette perte de captage. Donc après, c'est des notions technico-économiques qui vont rentrer en ligne de compte. Je peux en poser une autre? Bien sûr. Suite à la question précédente, au point de vue de la nature du sol, oui, s'il est plus ou moins tassé, plus ou moins sablonneux, vous aurez des résultats différents. Alors, comment vous vous débrouillez pour environner les tuyaux autrement que ce qu'on fait quand on met des tuyaux de PVC dans un sable? Voilà. Oui. Alors, là, il y a une réponse très claire. La technique prime avant la thermique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut savoir répondre aux normes de mise en œuvre
prescrites à la vie technique, en l'occurrence la NF 1610, le fascicule 70, donc tout ce qui régit les mises en œuvre de type assainissement eau potable. On a souhaité faire ça d'abord parce que c'est des règles de l'art que les entreprises connaissent, on n'a pas voulu les sortir. Ça permet la garantie décennale, ce qui n'est pas rien quand même. Et effectivement, il va falloir enrober le tuyau de sable ou de matériaux drainants quand il y a une nappe phréatique, etc. Ça, il ne faut pas y déroger parce qu'on peut sortir ensuite des carcans et avoir des cisaillements ou, je ne sais pas, une mauvaise tenue mécanique. L'objectif, c'est pas ça. Donc, oui, on va peut-être y perdre un peu, mais on préfère, voilà, la technique prime avant la thermique, encore une fois. Ensuite, il y a une chose importante, c'est qu'on est sur un vecteur air. Donc ce qui va se charger en énergie, c'est de l'air. Finalement, c'est plutôt un bon isolant, l'air. On en met dans le double vitrage, contrairement à une eau glycolée en géothermie sur pompe à chaleur. Donc là, ces histoires de nature de sol, finalement, sur le vecteur air, la différence va être à la marge, va être marginale. Par contre, ce qui est très changeant, c'est quand il y a une nappe phréatique. Là, on a une conductivité thermique qui est totalement différente. Et effectivement, c'est vraiment la présence d'eau, finalement, qui va avoir une influence plus importante sur le delta que finalement une nature de sol différente mais sèche. Voilà, on aura des pougnèmes à la fin. J'apprécie beaucoup, mais je viens tout terminer. Oui, entre les appréciations thermiques pures et techniques. Oui. J'en reviens quand même, est-ce que vous avez rencontré des vignerons qui, avec tout ce que vous avez expliqué, ont dit finalement mon chai, au lieu de mettre votre système, je le mets 5 mètres plus bas dans mon sol, la cave. Ouais. Mais vous avez raison. Nos anciens s'y trompaient pas. Je veux dire, pour ceux qui ont l'avantage d'avoir une cave et aimer le vin, vous allez le mettre à la cave. Oui, mais aujourd'hui, on n'enterre plus les chais. Voilà. On a fait quelques fromageries aussi parce qu'elles sortent du sol. Mais voilà, après, si vous enterrez ce bâtiment, le puits climatique n'a plus lieu d'être installé. Encore une fois, ce n'est pas une solution miracle. Par contre, il est nécessaire de se poser la question en amont d'un projet de est-ce qu'il y a une utilité ? Et là, en l'occurrence, on sort du château Livran, dans le Bordelais. On a fait une visite avec le propriétaire, c'est installé depuis 2015. À ce jour, il n'a que 5 puits climatiques sur l'ensemble de son chai en termes de thermique. Donc il régule l'ensemble de son puits climatique sur nos puits climatiques. Voilà, l'ensemble de sa thermique. Et donc je lui ai posé une question finale avant de partir. Je lui ai dit, mais combien vous économisez par rapport à vos anciens chais sur l'énergie ? Il m'a dit plus de 40% d'énergie, ce qui doit quand même réguler ses cuves, etc. Donc c'est quand même assez conséquent. Et on sait que ce type de bâtiments, ils sont là pour plusieurs dizaines, j'aimerais bien dire plusieurs centaines d'années. Voilà, j'espère que ça répond. Je voyais une question au fond. Oui. Oui, bonjour. Une question sur la qualité de l'air intérieur. Oui. L'air extérieur peut être humide et quand il va rentrer, il va se refroidir, donc phénomène de condensation. Oui. Alors, je sais bien qu'il y a un puits, il y a une pente pour récupérer les condensats, mais est-ce que vous avez un historique dans le temps, parce que ça peut se dégrader très lentement? Qu'est-ce que vous avez observé? Alors, tout d'abord, pour éviter la mauvaise odeur, vous l'avez dit, il faut appliquer une pente, c'est très, très important sur les réseaux. Évacuer cette eau de condensat dans un regard de condensat et l'évacuer. Nous, on ne préconise pas de puits perdu, il peut y avoir une remontée d'eau ou du radon. Nous, c'est étanchéité totale de tout ce qui est dans le sol. Ensuite, pour éviter la prolifération bactérienne et fongique, puisque le sujet il est là, on travaille sur un intérieur époxy. Donc on a une formule un peu spécifique qu'on a fait tester par Medieco en laboratoire, institut, et qu'ensuite on a testé pendant 2 ans sur 3 sites avec 2 relevés par an, un été, un hiver, justement parce que la flore bactérienne et fongique ne sont pas les mêmes en fonction des saisons. Et en fait on s'est aperçu que ce revêtement ne laissait pas de pores suffisamment larges pour développer le fongique et le bactérien. Donc c'est pas antifongique ou antibactérien ce qu'on propose, mais c'est anti-prolifération puisqu'on ne laisse pas suffisamment de place ou d'espace à ces matières, à ces organismes de se développer. Ça, on évite énormément la mauvaise odeur et principalement c'est l'eau. Après, l'eau de condensat, même si on a une présence de gouttelettes dans les tuyaux, avec le flux d'air, va avoir tendance à s'assécher également. Et puis vous mettez le doigt sur un point qui me plaît beaucoup, moi c'est la gestion hygrométrique du puits climatique. Vous êtes en plein été, vous avez 35 degrés ou 40 dehors, un orage qui arrive, vous montez à 90% d'humidité, c'est très inconfortable. Votre puits climatique, il va condenser, donc il va vous enlever du poids d'eau dans l'air. Et en plus, il va vous réduire la température, ce qui fait que vous gagnez en confort, parce que l'humidité, c'est la sensation de confort que vous avez sur la peau. Une pièce à 26 degrés à 90%, vous transpirez.
à 26 degrés, à 50 ou 30% d'humidité, vous ne transpirez plus, vous êtes bien. Donc le puits amène aussi cette régulation hygrométrique par la condensation. J'ai dévié de la réponse que je devais vous faire, mais j'espère y avoir répondu malgré tout. Je vous remercie. On est au stand numéro 6 si vous avez besoin. Voilà. Merci beaucoup.